Good evening, everyone. Welcome to Bonjour à this tous, session. bonjour à toutes, bienvenue It's a big à cette honor to session. see such a Je full suis room. We've ravie had de 2 days of vous voir Paris si Peace nombreux. Forum, lots of Cela insightful fait 2 jours conversations. que nous sommes ici au Today's Forum de Paris pour la session, paix avec des débats I'm très honored to intéressants. moderate, Aujourd'hui, j'ai l'honneur de on modérer la data, session storytelling and Lutter leadership. contre les violences Tools basées sur for le women's genre, empowerment. données, This récits et topic is really leadership. close to my C'est un heart. sujet qui My me name is tient Gulnora profondément à Muhammadi. cœur. I'm Global Je Lead for m'appelle Gender Equality with Gulnora Aga Khan Foundation, Muhammadieva. Je travaille where we à la also work Fondation Aga across Khan. lots of geographies promoting gender equality Notre and women's activité empowerment. s'étend sur de nombreux sujets, égalité des genres, entre autres. Le Forum de Paris pour la paix a toujours été un espace où les actions rencontrent les idées. On y explore comment construire la paix et comment la faire durer. La paix peut être durable si elle est inclusive, innovante. Et évidemment, le rôle des femmes est essentiel. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les données, l'intersection des données, des outils et du leadership. Pour comprendre où les inégalités persistent et où il y a des progrès, les données sont essentielles. En parallèle, les récits nous permettent d'avoir accès à la vérité et vont plus loin que les statistiques. Et ça permet de renforcer l'engagement. Les récits et les données peuvent être un levier pour le changement et peuvent être utilisés dans l'élaboration de politiques et peuvent inspirer le changement. Donc je suis ravie de vous présenter des panélistes exceptionnels qui représentent tous les continents. À ma gauche, Elsa Maria Di Silva, fondatrice de la Fondation Point Rouge. Si vous êtes membre du Forum de Paris pour la paix, son projet fait partie du projet SCOP. Vous pouvez aller le voir. Hadija Amahal, coordinatrice de projet Get Heard dans la Société pour l'émancipation des femmes au Maroc. Ce projet est également mis à l'honneur dans les espaces projets. Dr Hala El Sadek, elle représente l'Égypte. Elle est responsable de la division centrale pour le développement communautaire au ministère de la Communication et des technologies d'information. Et enfin, notre panéliste cambodgienne, son Excellence, membre du Parlement cambodgien, et elle travaille dans la commission vétérans, réhabilitation, formation professionnelle. Bienvenue à tous. Nous allons commencer avec le premier lot de questions. Une première question à Elsa Marie. Votre projet a été mis en œuvre dans de nombreux endroits et se concentre sur les violences basées sur le genre, la sécurité des femmes. D'après vous, quelles sont les données les plus parlantes dans Safe City qui vous ont permis de pousser la police ou les autorités locales à agir? Vous avez la parole. Merci beaucoup. Safe City est notre plateforme. C'est une plateforme internationale où on peut dénoncer des violences basées sur le genre et des abus. L'idée est née après un événement en Inde. En décembre 2012, une femme a été violée dans le bus et laissée pour morte. Les violences basées sur les genres sont quelque chose que j'ai vécu, que j'ai repoussé au fond de moi. On m'a verbalement agressée dans la rue, dans les transports. Et avec mes amis, nous avons commencé à raconter nos histoires. Nous avions un point commun. Personne ne s'était jamais plaint. Qu'est-ce que cela signifie? Cela montre qu'il y a des lacunes en termes de données parce que personne ne porte plainte. Et ces données, aujourd'hui, permettent de rendre l'invisible visible.
Les données sont géolocalisées et cela permet de cartographier les violences. Ces données sont partagées avec les communautés locales qui peuvent ensuite l'utiliser en collaboration avec la police, les autorités de transport ou n'importe qui qu'ils rencontrent afin de sécuriser l'espace commun. Vous avez demandé quelles sont les données les plus parlantes. Un exemple récent. Cette année et l'année dernière, nous avons travaillé étroitement avec les autorités locales et la police. Et le chargé d'une région a été choqué en voyant nos données, car c'était des données qu'il n'avait pas. 90% des témoignages des personnes qui témoignent ne sont pas allées porter plainte. Donc, les services de police n'ont pas accès à ces données et pourtant, ils en ont besoin pour que les femmes soient moins en danger. Donc, ce qui est le plus parlant, c'est que les femmes ont besoin d'un espace sans danger, car elles n'ont pas confiance dans les autorités publiques. Et ce n'est pas le cas qu'en Inde. Nous travaillons également avec la police dans d'autres parties du monde et l'histoire se répète. Une fois que les autorités ont accès à ces données et qu'elles travaillent avec la communauté, qu'elles demandent à la communauté ce dont elles ont réellement besoin, ce que signifie telle ou telle tendance, alors les autorités publiques peuvent élaborer des solutions qui renforcent la confiance et permettent à la population d'avoir accès à plus de ressources puisqu'il y a plus de collaboration, plus de personnes qui portent plainte. Et donc, 70% des personnes interrogées disent qu'elles ont un petit peu plus confiance après tout ça. Elles peuvent rester dehors plus tard, sortir seules. C'est très important. Il y a beaucoup de femmes dans la salle. Imaginez, vous ou une amie à vous, être placée dans une situation similaire. La plupart d'entre nous se taisent, sont réduits au silence. Mais si on sait que la communauté se tient derrière nous et que quelqu'un va agir pour nous défendre, alors on a plus confiance. Et c'est notre rôle à Safe City. N'hésitez pas à visiter notre site, notre application. Vous pouvez consulter notre jeu de données également, voir s'il y en a une dans votre communauté. Si ce n'est pas le cas, encouragez vos amis qui ont été victimes de violences basées sur le genre à porter plainte. Merci Elsa pour ces exemples très parlants. On entend souvent dire que pour mettre en place des stratégies qui luttent contre les violences basées sur le genre, les autorités n'ont pas assez de données. Et on voit bien le rôle essentiel que vous pouvez jouer dans ce genre de situation. Docteur Hala, comment est-ce que le ministère utilise ces données inhabituelles et collectées de manière participative et comment illustre-t-elle l'élaboration de politiques? En Égypte, c'est une question importante. Alors, en Égypte, le ministère de la Communication et des technologies d'information utilise ce genre de données inhabituelles et collectées de manière participative. Cela est cela est conforme aux ODD et à l'agenda 2030. Nous prenons en compte plusieurs mécanismes pour ce faire. Par exemple, la RGPD, qui a été adoptée en 2020, qui octroie des droits aux individus pour la protection de leurs données. Il y a besoin d'un consentement explicite. Nous avons également mis en place des politiques de open data, un cadre de transition qui fait la promotion de plus de transparence et de produits numériques innovants. Ces produits sont élaborés conformément à nos stratégies et à nos politiques. Et puis des infrastructures publiques numériques
Et donc, des données qui émanent de projets ou d'initiatives que nous souhaitons mettre en avant. Des données en lien avec les femmes et le business. Ces données collectées sont rassemblées et nous permettent d'améliorer nos programmes et de renforcer nos initiatives. Par exemple, à Hodwatech, ils nous aident à définir des priorités régionales qui sont à Kodwatech, nous aident à cibler nos activités pour plus de développement. Et nous avons mis en place un accord interministériel avec le ministère de la Solidarité, de l'Industrie, entre autres, pour que plus de parties prenantes soient autour de la table des négociations et donc pour un impact national plus puissant. Ces données nous aident également à améliorer nos formations sur l'IA, sur l'e-commerce et à développer des solutions. Donc ce retour, ces données de nos bénéficiaires, de nos femmes, sont essentielles pour que nous puissions nous améliorer. Nous essayons de récolter le plus de données possible et de manière assez variée. C'est très intéressant, merci. Vous avez parlé des infrastructures publiques, de l'engagement des citoyens. Ce sont deux choses essentielles pour amplifier la voix des populations. Vous avez également parlé de la coopération interministérielle. En effet, parfois, pour mettre en œuvre ce genre de réformes à grande échelle, il faut que plusieurs branches du gouvernement travaillent de concert. Nous allons passer au Cambodge. Vous représentez le Parlement et la Commission pour les femmes. Votre mandat politique est donc d'ampleur. Avez-vous des exemples pour mettre à l'échelle des changements systémiques et durables? Avez-vous des exemples concrets de partenariats réussis? Plutôt des partenariats d'investissement financier, de mandat politique ou bien de renforcement des capacités? Est-ce qu'un de ces éléments vous parle plus qu'un autre et pourquoi? Alors, au Cambodge, notre partenariat le plus important, c'est le renforcement des capacités. L'investissement financier et le mandat politique sont aussi très importants, mais ils ne peuvent pas aller plus loin que leur cadre, alors que l'investissement des capacités peut vraiment faire toute la différence. Cela transforme les politiques en actions concrètes et cela a de l'impact. Au Cambodge, on a vu de nombreuses initiatives. Par exemple, la campagne Girl to Leader. Ce genre de programme met en place des mentorats pour que de jeunes femmes aient accès à un modèle de leadership et puissent réaliser leurs projets. En parallèle, au sein du Parlement, nous avons des employés hommes et des employés femmes qui partagent leurs expériences et cela a des conséquences directes sur l'élaboration des politiques et qui, au final, améliorent la vie des gens. Nous collaborons également avec des partenaires régionaux et internationaux pour mieux comprendre l'agenda international. Par exemple, en octobre 2024, l'Assemblée nationale du Cambodge a accueilli un groupe de travail sur le renforcement des capacités des femmes et sur la sécurité pour les députés de toute l'Asie. Donc, pour des changements durables et à grande échelle, l'investissement le plus important, c'est l'humain, les femmes tout particulièrement. Leur apprendre à mener, à raconter leur histoire
et utiliser ces données pour élaborer des politiques plus inclusives. Merci. Je suis complètement d'accord par rapport à ce que vous dites sur l'agenda de paix et de sécurité en lien avec les femmes. Il faut amplifier la voix des femmes, des leaders, pour élaborer des politiques. Nous avons parlé avec Elsa des initiatives internationales, puis avec son excellence du point de vue parlementaire. Hadija maintenant. Hadija, vous êtes coordinatrice de projet Get Heard, un des projets mis à l'honneur au Maroc. Dans le cadre des projets que vous menez, vous entendez des témoignages de femmes. Quels sont les freins structurels et infrastructurels qui limitent la capacité des femmes à raconter leurs histoires? Il s'agit de trouver l'équilibre entre amplifier leur voix et les protéger de risques numériques, de retour de bâton, de détresse psychologique. En effet, vous vivez dans un contexte compliqué. Comment faire pour garantir la protection des femmes? Merci. Tout d'abord, je tiens à dire que c'est mon insigne honneur d'être ici aujourd'hui. Khadija, à 8 ans, serait très, très fière de moi. Et beaucoup de femmes veulent être fières d'elles, fières de ce qu'elles ont fait. Elles veulent se sentir en sécurité. Néanmoins, elles sont souvent confrontées à la violence basée sur le genre, qui est omniprésente dans la société, à la maison, au travail, dans la rue. Il faut en parler. On ne peut pas rester silencieux. 80% de femmes dans le monde arabe ont été victimes de harcèlement ou violences basées sur le genre en ligne. Ces violences en ligne, plutôt ces femmes ont besoin d'outils pour lutter contre ces violences. Elles ont besoin de pouvoir donner leur témoignage. Elles ont besoin d'outils. Avant de répondre à la question, je voudrais vous donner un petit panorama du projet Get Heard. C'est l'enfant de Société pour l'émancipation des femmes qui a été créé en 2017. Get Heard a démarré en 2018. C'est une initiative dont l'objectif est de briser le silence des femmes sur les violences basées sur le genre. Nous leur donnons des outils, nous les sensibilisons sur les cadres juridiques nationaux et internationaux, cadres juridiques qui punissent les individus qui sont violents. Nous leur donnons également des outils pour qu'elles puissent raconter leurs histoires en ligne via des podcasts. J'ai participé à cette initiative en 2018 et ça m'a permis de découvrir le monde de la narration en ligne et ça m'a permis de raconter mon histoire sur les réseaux sociaux. Donc, c'est essentiel, quand on parle de narration en ligne, d'informer les personnes que lorsque leurs histoires seront publiées en ligne, elles risquent d'être menacées. Mais en amont, nous leur donnons le choix. Elles ont le choix d'utiliser leur nom ou pas. Ce n'est pas juste changer leur nom, mais aussi le ton de leur voix. Comme ça, même si quelqu'un se dit « Ah, peut-être que c'est Khadija qui raconte cette histoire parce qu'elle parle de cette école ». En fait, moi, quand j'étais jeune, j'ai refusé un mariage arrangé et j'ai pu continuer mes études. Mais c'est important d'avoir ces outils. Il faut dire aux communautés qu'il peut y avoir des menaces, mais il faut respecter leurs objectifs, leur ordre du jour. Cette pratique a été couronnée de succès. Les participantes ont toujours le choix de publier ou non. 360 bénéficiaires pour l'instant. De nombreuses histoires sont disponibles sur les réseaux sociaux. Pour l'année prochaine, nous avons pour objectif de les traduire en plusieurs langues, puisque pour l'instant, elles ne sont pas disponibles dans toutes les langues. Nous accueillons toujours des participants. Par exemple, si quelqu'un, à un moment de sa vie, décide que son histoire doit être retirée des
réseaux sociaux. Et d'ailleurs, j'ai plusieurs exemples des anciennes participantes qui ont voulu faire retirer leurs histoires. Eh bien, nous obtempérons toujours. Les organisations de la société civile sont là pour renforcer la confiance de ces femmes, pour répondre à leurs besoins. Et c'est ce que nous faisons en retirant leurs histoires à leur demande. Pour moi, le récit, ce n'est pas une question de divertissement, non. On se souvient tous d'une histoire racontée par nos parents, nos grands-parents, qui nous a peut-être inspirés. Et c'est cette tradition que nous essayons de renforcer. Nous essayons de créer des récits pour que d'autres femmes puissent avoir le courage de prendre la parole. C'est là un droit fondamental dont elles doivent pouvoir jouir. Si nous ne créons pas des espaces de communication sécurisés où les femmes peuvent participer, elles ne participeront pas. Et sans leur participation, les conséquences seront graves. Si vous voulez être entendu, get heard, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Merci, Khadija. Une histoire très intéressante, des exemples très parlants du travail de Get Heard. Parlons de l'accès à Internet, aux réseaux sociaux. Depuis l'avènement de cette ère, notre vie a changé. Il y a également beaucoup de divisions en termes d'accès à l'Internet. Certaines zones difficiles d'accès n'ont pas forcément accès à Internet. Et il y a une vraie division. Et parfois, c'est les parents ou le grand frère qui décident si telle ou telle petite fille peut avoir un téléphone. Et donc, la connexion Internet a changé beaucoup de choses, mais tout le monde n'est pas sur un pied d'égalité. Notamment, il y a une division entre les populations urbaines et les populations rurales. Docteur Halla, au-delà de l'accès à Internet, quels sont les deux principaux obstacles qui freinent l'accès aux opportunités économiques grâce à l'accès au numérique aux femmes qui vivent dans des zones isolées? Khadija a parlé du fait qu'il faut être vigilant sur Internet. Qu'en pensez-vous? Quand nous mettons en œuvre un projet de développement communautaire dans des zones rurales, nous nous appuyons sur une large expérience. Nous avons beaucoup de confiance, de résilience culturelle de la part de nos femmes qui sont responsables de leur communauté dans les zones rurales. Et donc, nous essayons d'adapter nos solutions pour atténuer ces défis. Par exemple, lorsque nous travaillons pour les mentions du femmes dans le désert, par exemple, nous sommes confrontés à des cultures différentes, à des traditions différentes. Certaines femmes quittent le foyer pour s'instruire, mais elles n'ont pas confiance en la technologie et en sa capacité à améliorer leur vie. Donc nous devons de trouver des solutions pour cela. Et donc nous avons du matériel qui est adapté directement par nos équipes pour avoir un port Internet, pour avoir un clavier, des souris, des câbles. Et tout cela est déplaçable de maison en maison. Et grâce à cela, nous pouvons apporter l'accès à Internet à des zones plus reculées. Pour la question de la confiance, nous avons mené une étude et nous essayons de former les jeunes femmes et les jeunes filles de telle ou telle communauté pour qu'elles deviennent elles-mêmes formatrices sur l'IA, sur l'e-commerce, sur les compétences d'entrepreneuriat, sur la fintech. Et ces jeunes femmes, nous les appelons les femmes de l'information. Et c'est elles qui permettent un transfert de l'information jusqu'aux communautés les plus éloignées. Et ça renforce la confiance sur le terrain et nous permet également de diffuser notre modèle et d'augmenter le nombre de bénéficiaires. Dans d'autres zones, nous appliquons un autre modèle. En Nubia, au sud de l'Égypte, les femmes ont un rôle fort.
surtout les femmes les plus âgées, mais elles ne savent pas forcément comment utiliser la technologie. Et donc nous avons des femmes dédiées à la formation là-bas. Parlons maintenant de l'adaptation en termes de technologie. Nous avons développé des solutions, mais il faut garantir que ces solutions soient adaptées, localisées à la communauté en question, pour avoir un impact positif sur leur vie, puisque c'est notre objectif. Et donc on a plusieurs lots, plusieurs modèles pour adapter la technologie aux besoins. Cela nous permet d'adapter les solutions et d'attirer plus de clients pour ces femmes qui ont peut-être une activité entrepreneuriale. Nous leur faisons aussi des formations sur le e-commerce pour qu'elles puissent vendre ailleurs en Égypte et à l'international. Et cela renforce l'inclusion financière. C'est des solutions vraiment à grande échelle puisque nous essayons de construire un écosystème et non pas juste des petites solutions isolées. Nous essayons de créer un système qui pourra s'adapter. Merci, Dr. Hala. J'ai adoré votre exemple des femmes de l'information et comment elles inspirent les jeunes femmes. Vous avez parlé du e-commerce également. Dans certains endroits, les marchés sont loin et les femmes et les filles ont du mal à s'y rendre. Et donc, je pense que l'accès aux compétences e-commerce sont essentielles. Les 5-10 dernières années, l'émancipation économique des femmes a été poussée par des donateurs internationaux et ils poussent à dédier 10% du chiffre d'affaires pour la protection des femmes. Comment l'accès à vos services améliore-t-il la vie des femmes qui passent une période très très compliquée? Parlez-nous de vos initiatives et comment elles peuvent émanciper les femmes. Merci. J'aurais bien aimé que les donateurs donnent plus que 10% aux victimes de violences basées sur le genre. Cela étant dit, de nombreuses femmes sont traumatisées à vie. On le voit bien dans nos bases de données. Les femmes partagent des histoires qui ont eu lieu il y a 20 ans, 30 ans, et elles ont encore des souvenirs très détaillés. Donc elles sont traumatisées. Et donc pouvoir partager son récit, c'est essentiel, puisque lorsque le silence d'une femme est brisé, d'autres femmes prennent confiance et se sentent capables de raconter leurs histoires. Elles se sentent moins seules. Elles se sentent plus en confiance. Parfois, dans certaines cultures, être victime de violences sexuelles, c'est compliqué parfois au sein même de sa propre famille, et donc ça n'encourage pas à témoigner. On a parlé du renforcement des capacités. Il faut créer des espaces sécurisés pour que ces femmes puissent parler. Il faut leur fournir une plateforme où la solidarité et la communauté seront importantes. Et cela aura des impacts. Des impacts négatifs et des impacts positifs. Parlons des impacts négatifs. Une étude a montré le coût des violences sexuelles sur les femmes à New Delhi. Une femme, parce qu'elle a peur d'être victime de violences, va peut-être choisir une école ou un travail plus près de chez elle. Pas forcément les études ou le travail qu'elle voulait. Et donc, cela a des conséquences financières. Parfois, cela passe aussi par les modes de transport. On va payer plus cher pour être dans un mode de transport où on se sent plus en sécurité. Parfois, c'est très, très cher. Ça leur coûte un mois de salaire. Et bien sûr, ça crée un décalage avec les hommes qui n'ont pas besoin de s'inquiéter de ça. Donc ça, c'est l'impact négatif. On s'est rendu compte que les communautés qui utilisaient Safe City pour
protéger les femmes et pour militer pour des changements, que ce soit avec leur famille ou leurs leaders religieux ou avec les autorités publiques, eh bien, on voit qu'il y a du progrès. Certaines familles autorisent leurs jeunes filles à rester dehors un peu plus tard. Alors 2 heures de plus, vous vous rendez bien compte de ce que ça représente pour une femme. On peut faire un peu plus d'heures de travail, on peut aussi juste profiter avec ses amis. Mais c'est votre choix de femme. Et grâce à ce genre de projet, les femmes peuvent aller plus loin, faire plus, alors que par le passé, elles ne se sentaient pas en sécurité. Maintenant, les femmes se retournent vers leur famille et leur demandent « Qu'est-ce que vous faites pour m'aider? Pourquoi est-ce que vous me limitez plutôt que vous ne m'aidiez ?» Donc voilà les conséquences de la création de Safe Space, d'espaces sécurisés. Les études ont montré que si les femmes étaient sur un pied d'égalité avec les hommes, si elles avaient un espace pour devenir indépendantes sur le plan financier, alors le PIB de l'Inde augmenterait de 770 milliards de dollars. Mais il faut être proactif, presque agressif, pour protéger les femmes. C'est essentiel maintenant. C'est la question la plus importante avant même de parler d'émancipation financière. Si on s'attaque à la question des violences basées sur le genre, alors les femmes auront plus d'opportunités, plus de choix et pourront s'occuper d'elles mieux. Merci beaucoup pour ces références assez puissantes aux données qu'on peut voir dans le document. Oui, on voit que dans l'Inde, en Inde, il y a beaucoup de pertes en ne regardant pas ce sujet. Donc, je passe la parole à Khadija, qui dit que le récit sont puissants, mais comment prouver que ces récits changent réellement les normes sociales, les standards sociaux? Donc, j'aimerais vous poser cette question. Merci beaucoup. Je pense que changer les récits et la culture, cela prend du temps. Ce n'est pas un processus magique, instantané, de dire à quelqu'un « Ah, cette information est erronée » et qu'ensuite cette personne change son avis. En fait, il faut utiliser les bons mots, cela prend du temps, il faut donner des exemples concrets de la vie réelle pour convaincre et l'impact de ces initiatives ne sont pas pareilles pour tous les participants. Par exemple, pour Get Heard, pour certains de ces participantes, c'est la première fois qu'elles pensent à partager l'histoire de ce qu'elles ont vécu. Et d'autres participantes veulent faire du plaidoyer. Donc là, l'impact n'est pas pareil. Il faut prendre cela en considération en préparant les KPI, en préparant les outils qui mesurent l'impact de nos initiatives. Et pour l'instant, on peut mesurer l'impact de l'intervention de l'initiative Get Heard sur les participants et les participantes avec des sondages après les ateliers pour essayer de comprendre à quel point les sessions d'information sur les lois et les réglementations les ont impactées et en plus, comment elles se sentent émotionnellement après avoir raconté leur histoire. Parce que les récits, ça peut soigner. Ça, on doit le prendre en compte. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur des exemples concrets de projets, de récits qui ont permis à certaines participantes de se soigner, eh bien, il y a des exemples de projets ici et dans la galerie Scope qui sont très inspirants. Ce qu'on espère faire cette année, c'est de développer une approche qui nous permettrait de mesurer l'impact à long terme de nos interventions sur les participantes et les changements de récit, d'état d'esprit auxquels peuvent penser les gens quand ils pensent aux violences basées sur les genres dans tous les formats, puisqu'il n'y a pas qu'une seule forme de violence basée sur le genre, et d'ailleurs ça change d'un pays à l'autre. Et d'ailleurs, c'est donc un procès qu'on ne peut pas mettre en œuvre immédiatement. Il nous faut la bonne expertise et la bonne planification pour avoir les bons impacts. Mais ce qu'on a pu observer,
c'est que grâce au sondage réalisé sur les participantes, ces participantes ont pu vouloir rompre ce silence et encourager d'autres femmes et d'autres filles dans leur communauté à partager leurs récits. C'est comme ça que le changement se crée. C'est comme jeter une pierre dans l'eau. On voit les vagues qui sont créées. C'est un effet boule de neige. Ça commence tout petit et ça continue à croître. Donc il nous faut plus de temps et plus de ressources, mais nous sommes confiantes grâce au bon partenariat et au soutien que l'on obtient. Merci beaucoup. Merci Hadidja pour ce bel exemple. Il nous reste à peu près 9 minutes avant la fin de cette séance. J'aimerais maintenant passer la parole aux questions s'il y en a. Yes, please introduce yourself. Oui, veuillez dire qui vous êtes. Hi, my name is Aziza Roshani. Bonjour, je m'appelle Aziza Roshali. Je veux poser une question à Elsa Maria. Je veux tout d'abord dire merci pour votre travail. Et j'aimerais tout d'abord dire qu'on voit de plus en plus de violence dans les données. Et heureusement que ce qu'on a, ces données, mais est-ce qu'on voit réellement une augmentation de violence ou est-ce qu'on en sait plus sur ces violences par rapport à 10 ou 15 ans? Parce que actuellement, on a beaucoup d'informations. Est-ce qu'on peut dire est-ce qu'il y a une augmentation réelle de la violence? Merci beaucoup, c'est une question très pertinente. Je pense que c'est un peu des deux. Tout d'abord, tout simplement, on en parle plus, il y a beaucoup plus de conversations autour de ces sujets. Après MeToo, il y a eu beaucoup plus de conversations autour de ces sujets. Je dirais qu'on en parle beaucoup plus, ça c'est sûr. Et on a des outils comme Safe City qui nous permettent de rendre tout cela plus visible. Je pense aussi que la violence augmente. On a des dirigeants politiques ou des influenceurs ou même du soft power comme Bollywood qui montrent qu'en fait ces violences sont acceptables. Et il faut absolument condamner cela. Sinon, cette violence se perpétue. Les changements de standards et de comportements, cela prend du temps, mais qui a une influence là-dessus? Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu des films de Bollywood. Et il y a énormément de sexisme, de misogynie. Dès le début, le héros continue à poursuivre une femme et quand elle dit non, cela ne veut pas dire non parce qu'à la fin du film, il obtient quand même ce qu'il veut. Donc en fait, ce que Bollywood dit aux jeunes hommes, c'est qu'ils peuvent harceler les femmes et qu'ils peuvent ne pas prendre en compte leur consentement. Et cela s'étend aussi aux espaces numériques, car tout ce qui est reflété dans le monde réel se reflète dans le monde numérique. Et avec ces technologies, on a un accès à la pornographie qui n'est absolument pas réaliste. Donc c'est un peu des deux. Merci beaucoup. Nous avons un homme qui veut nous poser une question et d'ailleurs il faut que les hommes en parlent plus de ces sujets. Merci. Merci beaucoup, je viens du Yémen. Je suis réalisateur et je fais des films sur les femmes en exil. Dans mon cas de mon pays du Yémen, il y a beaucoup de femmes en exil, y compris des femmes qui ont été juges, ministres, etc. Et le sujet, c'est que ces femmes ne parlent pas sur les réseaux sociaux de leurs expériences, car elles se feraient harceler. Et je voulais dire que je parle d'expériences de femmes en Suisse. Pardon, les applaudissements sont un peu bruyants. Depuis 72
Les femmes en Suisse... Bon, ils ont arrêté les applaudissements. Les femmes en Suisse n'avaient pas le droit de voter jusqu'au début du XXe siècle. Et puis, j'ai comparé donc les droits des femmes en Suisse aux droits des femmes en exil. Mais l'un des problèmes, c'est que l'une des femmes que j'ai interviewées a été assassinée après son interview. Donc, l'une des problématiques, c'est que je veux créer des lignes directrices et je demande que les femmes... Je cherche à coopérer. Merci beaucoup. C'est un bon exemple, ce que vous donnez. Y a-t-il d'autres questions? Hello, my name is Shala and I'm a early Bonjour. development and gender specialist. Je travaille sur le genre et surtout dans le développement de l'enfance précoce. J'ai une autre question pour Khadija Elsa. On en a déjà parlé, mais la violence basée sur le genre est surtout fondée dans les normes sociales. Donc ma question c'est, voulez-vous travailler avec les hommes et pas seulement les femmes? Parce que c'est bien de créer des safe spaces, mais en fait, les violences basées sur le genre sont créées par les hommes et donc il faut réussir à briser ces cycles et éduquer nos partenaires, nos frères, nos pères, nos enfants. Donc, est-ce que vous voulez travailler avec les hommes? C'est une question excellente. Merci d'en parler. La société de Youth Empowerment, nous savons qu'il faut parler aux hommes. Et après Covid-19, nous avons lancé une édition qui a rassemblé des hommes et des femmes afin de co-concevoir des récits basés sur des exemples dans la vie réelle et d'avoir un espace sécurisé où ils peuvent se parler et comprendre qu'ils ne sont pas ennemis. En faisant des plaidoyers pour plus d'espaces sécurisés pour que les femmes puissent participer à la vie civique. Donc bien sûr que les hommes jouent un rôle critique et il faut que ces initiatives rassemblent les hommes et les femmes pour qu'ils partagent leurs perspectives et de co-concevoir un message en commun. Bien sûr, quand on raconte l'histoire des femmes qui ont fait l'expérience de violence de genre, il faut que les hommes et les femmes travaillent de concert pour que tout le monde se sente en sécurité dans nos sociétés. C'est ce que nous essayons de développer actuellement. Merci. Merci Hadija. Regardez autour de vous. Bon, à part pour quelques hommes, on n'a que des femmes dans cette séance. Mais en fait, la violence envers les femmes n'est pas une problématique pour les femmes, c'est une problématique pour les hommes. Donc il faut que les hommes s'engagent. Je suis très fier que mon organisation inclut les hommes. Mais souvent, on dit « Ah, mais les hommes ne savent pas parce qu'il y a parce que les femmes n'en parlent pas. » Mais on a énormément de données, en fait, et on a des scientifiques des données qui regardent ces données et qui sont extrêmement choqués. Et là, ils rentrent chez eux et ils parlent à leurs femmes, leurs mères, leurs filles, et ils se rendent compte qu'en fait, celles-ci en font l'expérience elles-mêmes. Et il y a une étude à Imperial College qui a fait une étude sur nos formations avec les jeunes hommes, qui a montré qu'il y a plus de sensibilité envers les femmes de la part de ces jeunes hommes et leurs collègues féminins ont pu en testifier. Donc c'est un secteur où il faut plus d'investissement et je pense qu'on ne peut pas tout simplement faire des belles phrases, des belles paroles. Il faut qu'on agisse et qu'on se soutienne entre nous.
Donc, j'aimerais une participation paritaire de la part des participants la prochaine fois. Bon, merci beaucoup, Elsa. Je pense qu'on doit conclure, mais la séance d'aujourd'hui nous montre aussi à quel point l'accès aux outils et à l'information peut nous permettre de relever le défi de la violence basée sur le genre. Et après le Covid, on a vu qu'on ne peut pas se taire sur ce sujet, mais on ne peut pas que parler des victimes de ces violences. Il faut parler aussi des hommes. Et merci à tous mes panélistes qui font un travail excellent dans leurs pays respectifs. Et merci beaucoup d'avoir écouté ce panel et nos intervenantes excellentes. Merci à vous.